Rebecca Zlotowski, donc vous venez de réaliser après Belle Épine, Grand Central. Alors Grand Central, c'est un film qui a été présenté à Cannes. Grand Central, pourquoi? C'est à double tranchant, je pense, comme titre. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à deux choses différentes. Ah vu bon? le thème, vu l'amour qui se dégage aussi. Donc c'est quelque chose de central chez vous. C'est ce thème. De la centrale nucléaire ou de l'amour? Les deux. Grand Central, vous me parlez du titre? Oui, voilà. Oui, bah, c'est vraiment, j'avais envie d'un titre musical, quasiment. Mais je cherchais un titre avec, j'ai galéré un peu pour trouver ce titre, qui est pas non plus, je suis pas allée chercher très loin, mais voilà, je cherchais un titre avec le mot central dedans, qui soit musical, qui rappelle le siège des émotions, qui rappelle, ça me dérangeait pas que ça évoque aussi une gare très connue à New York, qui soit un lieu de croisement, un lieu de passage, parce que dans le film les gens sont nomades, les gens sont sur les routes. Et même si on les saisit que dans un arrêt de tranche, que dans un lieu très sédentaire à un moment donné. Et donc voilà, le titre s'est imposé comme ça. L'idée aussi que pour moi, ce dont parlait le film, qui était de l'héroïsme, le courage, l'amour, dans une centrale nucléaire, c'était aussi un grand central, c'était mon grand central. Alors, vous nous avez révélé que c'était d'après une chanson que vous aviez écrite pour Alizée. Oui, absolument. J'avais écrit cette chanson pour la chanteuse pop Alizée. Et puis, mais en l'occurrence, cette chanson faisait référence à la gare de New York. Et quand il a été question de trouver un titre, un ami m'a dit « Mais t'as écrit une chanson qui s'appelle Grand Central. Le titre est très bien. L'idée que ça vienne d'une chanson, en fait, ça me paraissait logique aussi. » Et donc voilà, je l'ai repris. Alors c'est la première fois que l'on rentre vraiment au cœur d'une centrale nucléaire sans la reconstituer. Donc là, vous avez eu de la chance. Ouais, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce que je suis pas sûre qu'on aurait pu faire le film avec dans cette économie-là, donc dans cette liberté-là, cette légèreté-là, si on n'avait pas trouvé cette centrale en Autriche. En fait, on cherchait un endroit où tourner. On n'aurait pas, vu le budget du film, pu reconstituer une centrale. C'était évidemment impossible. On n'aurait pas. Moi, je souhaitais pas tourner par petits bouts à droite à gauche. Et d'ailleurs, on pouvait surtout pas filmer dans des centrales en activité en France. Ça, c'était pas envisageable, et on a trouvé cette centrale en Autriche, à côté de Swettendorf, à côté de Vienne, et qui avait été intégralement construite jusqu'au dernier boulon. Seulement le peuple autrichien avait voté par référendum, peut-être quelques semaines avant la mise en activité, le refus du nucléaire. Donc ils se sont retrouvés avec une centrale sur les bras, ils n'ont pas su quoi en faire, et c'est évidemment là qu'on a pu tourner. Donc il l'ouvre au tournage, comment ça se passe? Il l'ouvre au tournage, non, mais quand je l'ai visité, il y avait... Il n'y avait jamais eu de tournage? Non, c'était une centrale un peu maudite, hein. Il y avait très très peu de personnes, il y a un peu un gardien qui est là comme le gardien dans Shining, comme Jack Nicholson dans Shining, tout tourne à vide, c'est très étrange, ils essayent de récupérer un petit peu d'argent en faisant une plateforme comment on dit, solaire. Et moi, quand je l'ai visité, il y avait autant de personnes qui l'ont visité pour un entraînement, pour des entraînements d'ouvriers du nucléaire de pays voisins, que des gens de Greenpeace qui venaient là pour savoir comment infiltrer une centrale. C'est vraiment un lieu de mercenaires, quoi. Voilà, et puis je pense qu'il y avait eu très peu, peut-être eu un tournage pour la télévision qui s'était filmé là, mais je pense qu'aussi l'industrie nucléaire était moins séduisante avant, tragiquement, enfin moins séduisante avant Fukushima. Donc il y a eu moins de projets peut-être là-bas. Ils veulent redorer leur blason un peu, c'est pour ça qu'on n'a pas eu trop de problèmes pour parler de ce sujet. Moi j'ai eu aucun problème pour parler de ce sujet, la personne ne m'a mis de bâton dans les roues. EDF Areva savait que je faisais un film, que ça allait être un film de fiction qui se passait dans ce monde-là, chez les travailleurs du nucléaire qui étaient des sous-traitants, qui n'étaient même pas des fonctionnaires d'EDF ou d'Areva. J'ai pu visiter des centrales volontiers, ensuite on a filmé au pied des centrales, c'était possible aussi. Donc j'ai pas ressenti de difficulté là-dessus. Parce que surtout c'était pas un film militant. Oui, voilà, je pense que très rapidement le projet s'est donné comme ce qu'il était, c'est-à-dire un film peut-être un peu politique, mais certainement pas militant ni dans un sens ni dans l'autre. Donc j'ai pas eu de complications, pas eu de difficulté à convaincre les municipalités de me laisser tourner au pied des centrales. Parce que si on a tourné l'intérieur de la centrale en Autriche, on a quand même tourné tous les extérieurs en France. Et pour ça, on aurait pu avoir des difficultés, des droits à l'image. On a tourné quasiment au pied des centrales, sous les tours de refroidissement. Laquelle exactement? À Cruas. Non, Cruas. Même pas, vous parlez de Tricastin, pourquoi alors justement là-bas? Non, mais parce que c'était tout près. Cruas, c'est vraiment à 2 pas de Tricastin.
C'est l'une des régions, en fait, pour moi ça faisait partie de l'imaginaire collectif, de l'imagerie collective liée au nucléaire en France. La vallée du Rhône et toutes ces centrales qui sont, voilà, qui la jalonnent, c'est vraiment ce lieu-là qui pour moi m'évoquait le nucléaire en France. Quand on prend le train du nord au sud en France et qu'on passe devant ces cônes aéro-réfrigérants avec une fresque peinte très étrange, qui est une fresque d'un enfant, je crois, qui joue. Bon bref, c'est très très bizarre. Et bon bah voilà, moi c'était l'image que j'avais du nucléaire en France. Si bien que j'ai voulu tourner dans cette région-là, puis parce que je trouve que la Drôme, l'Ardèche autour, c'est une région qui est magnifique au pied des centrales, et que ça m'offrait vraiment la possibilité d'avoir à l'intérieur de la centrale quelque chose d'asphyxiant, un peu oppressant, un peu industriel, métallique, hermétique, et puis l'extérieur qui était une nature très luxuriante, riche, aussi belle que celle qu'on trouve dans la Drôme et l'Ardèche. Alors c'est pas un film militant, mais c'est quand même un film social, parce que vous décrivez vraiment bien le milieu. Est-ce que alors là vous avez eu un conseiller technique, comme on dit, sur le film? Oui, on a été. J'ai rencontré très vite, quand on a commencé à écrire le film avec ma scénariste Gaëlle Massé, on n'y connaissait rien. Donc il était nécessaire d'en connaître un tout petit peu les termes pour pouvoir évidemment construire une histoire dessus. Puis voilà, même pour rencontrer les hommes, il fallait davantage en savoir. Et donc très vite on a lu un texte qui était passionnant, qui s'appelait « Je suis décontamineur dans le nucléaire », qui est un récit à compte d'auteur, qui avait écrit un décontamineur qui travaillait dans le nucléaire depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Claude Dubout. Ça a été tout de suite un très grand allié dans le film, à l'écriture, au tournage, et c'est lui qui nous a présenté des amis à lui, des collègues, donc toute une petite communauté de travailleurs du nucléaire, qui est une communauté très invisible. C'est difficile, très peu syndiqués, ce sont des sous-traitants qui sont dispersés dans des toutes petites sociétés, des sociétés peu visibles, qui eux-mêmes, puis ils passent de centrales de site en site dans les 6 mois que durent les arrêts de tranche en France, et se rencontrent, se fréquentent, mais il y a très 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 peu d'esprit de corps. Ces hommes, vous les traitez comme des héros. Est-ce que justement, il y a beaucoup justement de personnes qui sont contaminées? Est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que justement là-dessus, on vous a dit attention, qu'il n'y ait pas trop de contamination? Mais on vous a dit, qui m'aurait dit? Quand vous avez écrit le scénario, quand lui... Personne ne m'a rien dit, c'est mon producteur qui me demandait éventuellement de réécrire. Mais vous êtes renseigné un peu là-dessus? Absolument, oui. Oui, je pense que d'ailleurs, quand Claude Dubout est sorti du film, il m'a dit j'étais heureuse, disons, que ces hommes-là que j'avais rencontrés, qui sont très attachés à l'industrie du nucléaire, ne se sentent pas trahis par le film. Parce que l'idée pour moi, et même si on en décrit des conditions très fragiles d'existence, des conditions très fragiles de protection, de formation, d'embauche, enfin des choses qui peuvent, je pense, alimenter un discours antinucléaire ou apporter de l'eau à ce moulin-là. Mais j'avais le désir, moi, que les hommes avec lesquels j'avais fait le film ne s'en sentent pas trahis. Et eux, ils ont un lien très 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 fort au nucléaire. Et il ne s'en est pas du tout senti trahi. Même il m'a dit, je crois, qu'il était heureux de voir le film et que parfois ça pouvait être encore plus dur. Mais lui, je pense qu'il parlait d'une souffrance psychologique très forte de certains travailleurs du nucléaire qui vont jusqu'au suicide. Mais comme dans toutes les industries aujourd'hui, la violence du travail, la violence que le travail exerce sur nous, sur les hommes et sur les hommes de la classe ouvrière particulièrement, est tellement forte qu'elle amène souvent, oui, à des situations extrêmes. Mais je crois que ce qui me passionnait d'ailleurs, c'était davantage le rapport au travail que le rapport au nucléaire. Même si le nucléaire me permettait d'être un monde absolument idéal, intrigant, excitant, dangereux, cinégénique, dramatique, dans lequel on pouvait explorer un dispositif amoureux, un mécanisme amoureux. On sent toujours qu'il va se passer quelque chose, parce que la musique est pour beaucoup, le jeu des comédiens aussi, qui sont tous excellents, même des premiers au second rôle. Est-ce que justement c'était une volonté de mettre une intrigue comme ça, de ne pas savoir ce qui va se passer? Parce qu'on est surpris, vous nous surprenez tout le temps dans ce film. Ah bah c'est gentil. Non, c'est ce qu'on bon, moi je le connais par cœur, donc je sais un peu comment ça se termine. Vous n'allez pas vous surprendre, mais... Non, il y avait peut-être le désir. D'abord, merci beaucoup, parce que ça veut dire que vous l'avez su avec attention. Mais c'est vrai qu'on avait en tête avec ma scénariste Belle Épine, mon premier film était un film un peu autiste, était un film un peu autiste. Et je pense qu'on a eu envie, puis le sujet nous l'imposait,
les va-et-vient entre un monde de pulsion, de passion à l'extérieur de la centrale et un monde professionnel tendu, un peu épique, un peu héroïque, actif, dramatique à l'intérieur de la centrale. Bon, voilà, créer des dialogues entre les deux, c'était aussi arriver sans doute à avoir une écriture, en passer par une écriture qui était une écriture du scénario plus linéaire, plus narrative, avec des moments de tension, des moments de surprise, des moments bon. Après, oui, ça nous paraissait, on avait envie de faire un film actif sur l'amour, pas un film d'action, un film actif sur l'amour. C'est ce que dit, je crois, je sais plus, c'est un metteur en scène qui dit ça, c'est pas moi. C'est plutôt qu'un film sur l'amour physique, un film physique sur l'amour. Alors justement, pour interpréter cet amour physique, il y a deux comédiens qui sont deux valeurs sûres du cinéma à l'heure actuelle, donc que vous avez réunis, qui chacun de leur côté ont une carrière montante. Donc est-ce que ça a été facile et évident pour créer ce duo de tête ? Alors évident oui, facile, je sais pas, faudrait leur demander si ouais, évident oui pour moi. C'est-à-dire que j'avais vraiment, c'est comme si j'avais besoin pour trouver les héros du film que ce soit pas une longue conversation, une longue discussion entre mon producteur, moi, le directeur du casting. Il y a toujours, j'ai besoin que ça fonctionne avec la force d'une évidence, au moins pour le personnage principal. Et Tahar Rahim, je l'ai désigné extrêmement rapidement. Peut-être qu'aussi cette désignation aussi rapide, ça faisait partie du processus de fabrication du personnage, ça faisait partie de l'écriture du film. Mais j'ai eu l'intuition très forte que Tahar Rahim, parce qu'il avait émergé au cinéma dans un monde carcéral, parce qu'ensuite je l'avais vu dans le film de Louillet, avec autant de fièvre, de sensualité, d'érotisme, j'avais le sentiment que c'était vraiment lui qui devait incarner ce film-là, ce personnage-là. Et puis ensuite, quand on s'est rencontrés, qu'il acceptait le scénario sans le lire, enfin le film sans qu'il existe encore de scénario, je me suis dit que comme c'était la fin de la course du personnage, qu'on l'amène vers le courage, et que Tahar Rahim me donnait du courage avant même, parce que c'est courageux, je trouve, pour un acteur de faire ça, quand on est bardé de César comme lui, et moi j'avais quand même fait un premier film pas très vu, et je suis pas une réalisatrice connue. Donc voilà, je trouvais que c'est... Ouais, non, je pense que c'est lui qui est courageux, qui est intéressé par le sujet. Puis oui, à un moment, il faut le convaincre, c'est un peu mon métier, bon, de pas m'effondrer devant un acteur en lui proposant un film. Mais il y a eu comme un engouement mutuel, et voilà, et on est parti très très rapidement ensemble. Et ensuite, je pense que lui associer Léa Seydoux, l'idée, l'état dans lequel ils sont dans l'industrie du cinéma aujourd'hui français, tous les deux, ce qu'ils représentent chacun, les rôles qu'ils ont joués chacun avant, pour toutes ces raisons, je trouvais que les rassembler, ça faisait sens pour moi, ça me plaisait. Voilà, j'étais heureuse de les associer. Alors le reste de la distribution, Olivier Gourmet, Denis Ménochet, c'est des valeurs sûres, ça. Donc ouais, moi j'ai besoin de travailler avec des acteurs professionnels. Quand je dis professionnel, c'est horrible le mot professionnel, mais j'ai envie de travailler avec des acteurs, j'aime travailler avec des acteurs. Je souhaitais pas faire un film avec des non-professionnels issus du monde du nucléaire, par exemple. C'était pas l'idée du film, j'avais pas le désir d'aller dans cette catégorie-là, documentaire, ou d'aller dans ce travail-là, je m'en sentais peut-être pas aussi capable. Mais j'avais besoin donc de m'appuyer sur des grands talents. Et c'est certain qu'Olivier Gourmet et Denis Ménochet, c'est des puissances de jeu formidables. Ça me plaisait aussi après pour chacun il y a une histoire. Olivier Gourmet, il portait pour moi la mémoire des films des frères Dardenne, mais aussi du film de Pierre Chelin dans lequel il jouait un chef d'équipe. Donc quand il a été question moi de distribuer le rôle du chef d'équipe, je me suis vraiment orientée vers lui très rapidement. Denis Ménochet jouait le père de Léa Seydoux dans le film de Tarantino, et par une sorte de détour un peu incestuel du cinéma, il se retrouve mari de Léa dans ce film, et très rapidement je savais que j'avais envie que cette idée-là de la virilité, qui était une virilité très douce pour moi, très noble, très généreuse, qu'interprète le personnage de Denis donc dans le film, de Tony, j'avais besoin que ce soit incarné par quelqu'un de très physique, un peu menaçant, un peu inquiétant. Il y a une scène où Denis Ménochet terrorise un autre ouvrier qui est joué par François Négret d'ailleurs, qui lui est vraiment moi, un horizon des films de Jean-Claude Brissot que j'adore. Donc voilà, j'avais besoin que ça soit incarné par quelqu'un de très physique. François Négret, même pour une figure, j'avais envie que le cinéma de Jean-Claude Brissot soit cité un peu dans le film. En même temps, on y croit, tous ces personnages. Donc c'est un peu la force du film, et on croit cette histoire d'amour aussi. Et donc, on ne va pas la dévoiler, mais c'est vrai que vous nous avez livré avec Grand Central un grand film qui sortira bientôt. Donc c'est la date de sortie. Le 28 août. Le 28 août. Je ne sais pas si c'est écrit. Non, le 28 août. Une fin d'été qui promet, avec un Grand Central, avec des comédiens, avec un vrai scénario, et avec une découverte, avec ce second long métrage, c'est c'est ça? Oui. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Ce qu'on souhaite, c'est un bel avenir à Grand Central. Merci, monsieur. Merci.